Cela fait près de 14 ans que le journaliste Guy-André Kieffer, dit Gac, a disparu en Côte d'Ivoire alors qu'il enquêtait sur des malversations, notamment dans la filière cacao. Face à l'immobilisme de la justice ivoirienne, son frère, Bernard, a mené sa propre enquête. Une quête de vérité qu'il nous livre dans Le Frère perdu, et c'est publié aux éditions La Découverte. Bernard Kieffer, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous présenter Guy-André aux internautes? Alors Guy André est un journaliste qui a fait carrière essentiellement dans le journal économique La Tribune à Paris, où il est resté 18 ans, et il s'est spécialisé au fil des années notamment il s'est intéressé à la filière cacao, café et à quelques autres matières premières. Donc il est devenu un expert de ces domaines. Et il a exercé cette expertise à la Tribune, donc jusque dans les années 2000, au début des années 2000. Et à ce moment-là, il a été sollicité par la présidence ivoirienne à travers une société de consultance française pour aller conseiller la Côte d'Ivoire dans la réforme de la filière cacao. L'idée était de faire en sorte que l'argent du cacao reste dans la filière cacao et ne soit pas disséminé à droite à gauche. Et donc, à un moment donné, au début des années 2000, il quitte sa casquette de journaliste pour devenir expert de la filière en charge de contribuer à la réforme voulue par la Côte d'Ivoire, par le nouveau président Laurent Gbagbo, élu en 2000. Voilà en gros le profil de mon frère Guy André. Dans ce livre, vous abordez la personnalité de votre frère. Vous le présentez comme un idéaliste, un Zorro sans masque. On imagine que sa personnalité s'est retranscrite dans son travail. Pourriez-vous nous parler des combats qu'il a menés en tant que journaliste d'investigation? Oui, quand je dis qu'il était Zorro sans le masque, ça fait référence à toutes les enquêtes qu'il va mener après avoir contribué à cette mission de réforme de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Mission qui tourne de court très vite puisqu'elle devait déranger des intérêts haut placés de la nouvelle équipe dirigeante finalement. Donc mission qui tourne de court et il reste en Côte d'Ivoire et il reprend sa casquette de journaliste. Il a quitté la Tribune mais il continue de faire ce travail de journaliste sur le terrain. Et à partir de 2002 à peu près, jusqu'à son enlèvement en 2004, il va multiplier les enquêtes sur l'argent du cacao, sur l'utilisation plus ou moins avouée ou avouable des fonds issus du cacao dans le trafic d'armes, dans toutes sortes de choses. Mais il s'intéresse également au travail des enfants dans les plantations de cacao, qui choque beaucoup parce qu'il s'aperçoit qu'on fait travailler des enfants de 7-8 ans qu'on est proche d'un esclavagisme un petit peu archaïque, franchement archaïque même. Donc tout ça le choque. Et on retrouve là effectivement le côté idéaliste qu'il a mené depuis très longtemps, a mené toutes sortes de combats pour défendre les valeurs qui étaient les siennes, qui étaient plutôt des valeurs humanistes et de gauche, on va dire. Et lorsqu'il se retrouve journaliste sur le terrain en Côte d'Ivoire en 2002, il s'inscrit toujours dans cette logique de défense des valeurs et des principes qui sont les siens depuis longtemps. Et puis il est très attaché également à un autre principe qui est celui que défendait Albert Londres, son grand prédécesseur journaliste, en disant qu'un journaliste doit porter la plume dans la plaie. Et qu'il n'a jamais voulu être un journaliste un petit peu désincarné dans une tour d'ivoire loin du terrain. Il a toujours été intéressé par les combats qu'il faut mener sur le terrain, sur place. Voilà comment il se retrouve en Côte d'Ivoire en 2002 à faire ce travail d'investigation sur l'argent du cacao. Alors, le point de départ du livre est le fait que vous appreniez la disparition de votre frère. Comment avez-vous appris la disparition de Gac? Alors je l'apprends pas directement, je l'apprends parce qu'une amie m'appelle en me disant j'ai lu un entrefilet dans Libération disant qu'un journaliste français a disparu à Abidjan et on parle de ton frère, me dit-elle. Donc je découvre ça un petit peu comme ça par hasard. Je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain de l'enlèvement.
Et j'y crois pas. Sur le coup, ça m'agace même. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces salades? J'y crois pas du tout. Et pourquoi je crois pas à son enlèvement? Parce que je sais que depuis quelque temps, il est menacé dans son travail sur place, qu'il enquête au cœur d'un nid de guêpe, d'un guêpier, d'une fournaise, on peut dire ça comme ça, et que les menaces se multiplient depuis quelque temps, et qu'il a pris l'habitude, lorsque la pression devient trop forte, d'aller se mettre au vert au Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire. Donc je suis un peu agacé d'apprendre qu'on suppose son enlèvement, alors que je pense qu'il est allé simplement se mettre à l'abri au Ghana pendant quelque temps. Et ce qui me conforte par contre dans l'idée qu'il a été enlevé, c'est que son épouse à Paris reçoit un coup de fil qu'on n'a jamais identifié, dont on n'a jamais identifié l'auteur. Un coup de fil très bref de quelqu'un qui a l'accent africain et qui appelle son épouse et qui lui dit en pleine nuit, ton mari a été enlevé. Et ça, c'était le soir même de l'enlèvement. Mais moi, je l'apprends donc le lendemain ou le surlendemain. Et de là, on va aux nouvelles auprès du Quai d'Orsay, auprès de l'ambassade de France à Abidjan, et on apprend effectivement qu'il a réellement disparu. Voilà comment j'ai appris la chose. 3 semaines après avoir appris la disparition de votre frère, vous décidez d'aller sur place pour comprendre ce qu'il s'est passé. Comment s'est déroulé ce voyage et qu'apprenez-vous sur la disparition de votre frère? Alors, c'est mon premier séjour en Côte d'Ivoire, je suis jamais allé là-bas, et donc on est à peu près 15 jours, 3 semaines après l'enlèvement, début mai. Il a été enlevé le 16 avril, et donc début mai, je me retrouve sur place avec son épouse et avec Reporters sans frontières. Nous y allons contre l'avis du Quai d'Orsay, qui nous a déconseillé vivement de nous rendre sur place parce que la situation en Côte d'Ivoire est alors proche de la guerre civile, le pays est coupé en deux, il y a les rebelles au nord, les autorités proches de Gbagbo au sud, au milieu une ligne de démarcation tenue par l'ONU et l'armée française. Donc contexte un petit peu compliqué. Le Quai d'Orsay nous dit il ne faut pas y aller en nous disant vous ne pourrez pas être en sécurité là-bas. En fait, j'apprendrai par la suite que c'était pas du tout ça la raison. La raison était qu'on ne voulait pas trop nous voir nous occuper de cette affaire, tout simplement. Et il faut qu'on insiste beaucoup auprès de la cellule Afrique de l'Élysée pour avoir le feu vert finalement de française. Non seulement le feu vert, mais on réclame également la possibilité de rencontrer les principaux ministres concernés par cette affaire, par l'enlèvement, et d'avoir un rendez-vous également avec le Premier ministre et le président Gbagbo lui-même, Laurent Gbagbo. Tout cela nous est accordé et on débarque donc à Abidjan début mai. On a ces entretiens et très vite je m'aperçois, et ça m'agace beaucoup, qu'on nous livre un discours complètement préfabriqué, formaté, avec des éléments de langage très bien préparés, mais qui sont partout les mêmes. C'est-à-dire qu'au fil des entretiens, on nous répète partout, vous savez, on n'a aucune information, mais on s'occupe de l'affaire avec beaucoup d'empressement, et dès qu'on aura quelque chose, on vous le dit, on vous tiendra au courant. En gros, c'est ça. Et l'ambassade de France vous dit qu'elle ne dispose d'aucune information. Alors ça, je parlais des ministres ivoiriens, mais côté ambassade, c'est la même chose. L'ambassade de France à Abidjan nous dit on sait rien, on connaît pas du tout, on n'a aucun élément sur cette affaire, et on peut pas vous aider. Alors on nous reçoit, on nous héberge, on nous accompagne partout où on veut aller avec des gardes du corps et un véhicule blindé, mais aucune assistance sur le fond de la part de l'ambassade de France. Non seulement ça, mais j'apprendrai par la suite qu'au moment de l'enlèvement, sont parties de l'ambassade des rumeurs parfaitement nauséabondes sur mon frère, sur le registre. C'est un enlèvement crapuleux, un règlement de compte entre affairistes douteux. Guy-André Kieffer faisait des affaires, il n'était pas journaliste. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est le message qu'a livré l'ambassade de France à l'époque aux journalistes français qui venaient aux nouvelles, aux confrères de mon frère qui s'inquiétaient de sa disparition. Et on leur disait donc, circuler, il n'y a rien à voir. Affaire inintéressante. Donc non seulement on ne va pas vous donner d'informations, mais en plus il y a eu de l'intox de la part de la diplomatie française. J'apprends également, mais beaucoup plus tard, 1 an et demi après,
qu'une réunion de crise s'est tenue le lendemain même de l'enlèvement à l'ambassade, alors que l'information n'était pas diffusée encore, n'était pas connue. Une cellule de crise se réunit entre l'ambassade de France et l'ambassade du Canada, parce que mon frère avait un double passeport. Et cette cellule de crise est donc déjà bien au fait de l'enlèvement et a déjà réuni quelques informations sur cette affaire. Mais tout ça, on ne nous le dit pas, on ne nous dit rien. J'apprendrai également par la suite, c'est un élément très important de mon point de vue, que les deux représentants de la cellule Afrique du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le patron de la cellule et son adjointe, étaient présents à Abidjan le matin même de l'enlèvement. Ils sont arrivés à Abidjan le matin même de l'enlèvement. Et aucun de ces deux-là ne nous le dit quand on les rencontre. On apprend ça bien après par la presse ivoirienne. Et on les questionne à ce moment-là et ils finissent par reconnaître qu'effectivement ils étaient là le jour de l'enlèvement. Mais je n'aurai aucune information sur les raisons de leur présence et sur le lien éventuel ou pas avec l'enlèvement de mon frère. Donc aucune transparence de la part de la diplomatie française. Aucune transparence, aucune information. Et le discours, pendant les années qui vont suivre, alors que l'enquête judiciaire se déroule, que l'enquête de plusieurs journalistes également avance de manière conséquente, le discours du Quai d'Orsay sera toujours le même. On n'a pas d'informations et il y a une enquête judiciaire en cours, donc on ne peut pas vous renseigner. Et puis, toujours lors de ce séjour à Abidjan, début mai 2004, on rencontre le président Gbagbo. Et le président Gbagbo nous dit deux choses. La première, il nous dit « Guy André est mon ami. Je suis sûr qu'il est encore vivant et nous allons tout faire pour le retrouver. » Première chose. Deuxième chose, il nous dit, au terme de l'entretien qu'on a avec lui au palais présidentiel, il nous dit « Regardez, cherchez du côté de Legré et de Garneau. » Il nous donne deux noms, Legré, Garneau. Michel Legré, c'est en fait le beau-frère de sa sœur, donc il fait partie de l'entourage familial du président Gbagbo. Et j'apprendrai par la suite que c'était un des informateurs de mon frère, c'est un Ivoirien qui vit à Abidjan. Donc un des informateurs de mon frère, et c'est avec lui que mon frère avait rendez-vous au moment de son enlèvement. Et Garneau, c'est un Français, Jean-Yves Garneau, qui s'est fait connaître en France dans la chronique judiciaire comme spécialiste des écoutes téléphoniques, qui a été condamné en France à ce titre-là, et qui est allé vendre ses services par la suite dans différents pays, dont la Côte d'Ivoire. Et au moment de l'enlèvement, c'est un des conseillers de la présidence ivoirienne. Et donc le président lui-même nous donne ces deux noms-là. Et on les retrouvera par la suite, effectivement, dans le cadre de l'enquête judiciaire. Donc au vu du contexte peu transparent, du peu d'aide qu'on vous apporte, vous décidez de faire votre bonhomme de chemin et de faire votre enquête, de prendre les devants et d'être proactif. Et donc vous avez la confirmation assez rapidement qu'il s'agit d'un enlèvement. Dans quelles conditions l'enlèvement de Gak s'est-il produit ? Alors, il se produit précisément le 16 avril 2004 sur le parking du supermarché Prima qui se trouve au cœur d'Abidjan, alors que mon frère a rendez-vous, comme je le disais à l'instant, avec Michel Legré, un proche du couple présidentiel, qui est probablement l'un de ses informateurs. Il a rendez-vous. C'est confirmé parce qu'un journaliste de France 2 qui était correspondant à ce moment-là à Abidjan le rencontre sur ce parking un quart d'heure avant son enlèvement à peu près. Et donc ce jour-là, il a rendez-vous avec Legré, mais il croise en fait un commando qui l'enlève. Et on saura par la suite, par un témoin qui était le chauffeur de ce commando, on aura tous les détails de l'enlèvement. Donc ça nous est confirmé. Et puis l'autre élément déterminant qui va nous aider à avancer dans cette affaire, puisqu'on n'a pas d'informations du côté des autorités officielles, l'autre élément clé, c'est l'intervention dans le dossier, la nomination du juge Patrick Ramael, juge d'instruction, qui va lancer une enquête très rapidement et se rendre sur place très vite. Ce fameux Michel Legré sera déterminant dans l'instruction judiciaire de l'affaire, puisqu'il est le dernier à avoir vu Gak.
Oui, parce que le juge Patrick Ramael, le juge d'instruction français, va démarrer son enquête par cet individu-là. Il s'aperçoit que c'est la porte d'entrée finalement dans l'affaire, cet homme-là avec qui mon frère avait rendez-vous. Il le convoque rapidement à Abidjan dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Il l'interroge et très vite, le gré, au bout de 2 jours d'interrogatoire, confirme qu'il s'agit bien d'un enlèvement, que l'enlèvement a été initié au plus haut niveau de l'État ivoirien, et il donne tous les noms des commanditaires et même des responsables du commando qui ont pratiqué l'enlèvement, qui ont réalisé l'enlèvement. Avec le juge Ramael, vous essayez de comprendre pourquoi Gak s'est fait enlever. Aussi, vous vous penchez sur son travail d'investigation. Il s'intéressait de près à la filière cacao, première ressource de la Côte d'Ivoire. Il connaissait parfaitement les réseaux qui pilotaient la filière cacao et leurs ramifications. Il maîtrisait les dispositifs financiers complexes destinés au détournement de fonds et à la malversation. Il était devenu, en gros, l'expert incontournable et reconnu de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Vous avez identifié 3 affaires qu'il avait mises en lumière et qui, selon vous, ont été déterminantes dans la volonté de certains de le faire taire. Quelles sont ces 3 affaires ? Alors, ça c'est l'identification des affaires qui ont pu contribuer à sa perte. Ça a été un travail de longue haleine parce que d'abord, il a fallu retrouver ces articles qui paraissaient dans toutes sortes de journaux ivoiriens. Il y a un grand nombre de journaux en Côte d'Ivoire, des journaux pro-présidence et des journaux de l'opposition. Mais il y en a une multitude. Et mon frère publiait dans beaucoup de ces journaux des articles qui n'étaient pas signés, ou alors qui étaient signés de pseudonymes divers et variés. Alors, il a fallu déjà, dans un premier temps, reconstituer un petit peu tout ce travail, essayer de retrouver tout ce qu'il avait pu écrire sur toutes sortes de sujets qui ne traitaient pas que de la filière cacao, parce qu'il s'intéressait non seulement à l'argent du cacao, mais également à toutes les turpitudes financières, à toutes les malversations des hauts responsables du régime ou des responsables de la filière cacao également. Et donc, en partant de l'argent du cacao, en fait, il arrivait à dérouler le fil de toutes les malversations de tous ces gens-là. Et il tirait à boulet rouge à longueur d'articles sur toutes sortes de dignitaires et de responsables du régime ou de la filière. Et donc, dans un premier temps, il a fallu retrouver tous ces articles. Ensuite, je me suis intéressé plus spécialement aux dossiers les plus, les plus explosifs, en quelque sorte, parmi ceux qui traitaient. Je me suis fait aider par certains de ses confrères, parce que c'est souvent assez compliqué de s'y retrouver dans ces malversations, dans ces circuits de détournement de fonds. Moi, je suis pas du tout spécialiste de la question. Donc, je me suis fait aider par des experts. Et finalement, j'ai compris qu'il y avait quelques dossiers clés qui ont pu contribuer à sa perte. Le premier dossier, c'était justement celui qui touchait au financement du commerce des armes par l'argent du cacao. Un deuxième dossier clé était celui de la transformation de l'ancienne caisse d'amortissement ivoirienne, on appelait ça la CAA, la caisse autonome d'amortissement ivoirienne, en Banque nationale d'investissement. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez complexe, mais l'idée était de transformer un établissement financier en un autre établissement financier pour alimenter le circuit de siphonnage de l'argent public au profit du FPI, qui était le Front populaire ivoirien, le parti du président Laurent Gbagbo. Et puis un troisième dossier explosif qui est paru la veille de son enlèvement, qui traite d'un mystérieux financement des salaires de Guinée-Bissau par la Côte d'Ivoire. Une histoire assez curieuse. On s'aperçoit, et il avait enquêté, donc il publie un article sur le sujet, qu'à la veille de son enlèvement, la Côte d'Ivoire a payé les salaires des fonctionnaires et des militaires de la Guinée-Bissau, alors que les deux pays étaient dans des situations assez exsangues au niveau de leurs finances publiques. On ne voit pas très bien pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire subitement va payer les salaires d'un pays voisin comme ça. C'est pas le fruit d'une générosité inconsidérée. Donc,
il s'était intéressé à cette affaire étrange et complexe, et il s'est aperçu qu'en réalité, la Côte d'Ivoire avait acheté, probablement par ce financement, le vote de la Guinée-Bissau dans le cadre d'une réunion de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui devait se réunir peu de temps après, pour traiter du cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était sous contrôle du Fonds monétaire international, qui était sous embargo également pour le commerce des armes, donc qui était dans une situation difficile, qui devait répondre devant l'ONU également de l'insécurité qui régnait dans le pays, de son état de quasi-guerre civile. Donc cerné un petit peu de toutes parts par les organisations internationales, la Côte d'Ivoire, semble-t-il, avait acheté par le biais du financement des salaires de Guinée, de fonctionnaires de Guinée-Bissau, le vote qui était déterminant de cet État dans le cadre de la réunion à venir. Et puis un dernier dossier que je découvrirai également petit à petit et à l'aide d'un autre témoignage d'un mercenaire français, c'est celui d'un deal armes contre cacao qui avait été initié également par la Côte d'Ivoire pour contourner l'embargo sur les armes. Alors, cette affaire est digne d'un film d'espionnage. La réalité dépasse la fiction. Pouvez-vous nous parler de cette affaire dite armes contre cacao? Alors, c'est un mercenaire français qui va me la révéler par le biais d'un contact qui sera pris en France par le biais d'un journaliste qui connaissait mon frère, qui s'appelle Robert Marmoz et qui travaillait au Nouvel Observateur. Un beau jour, ce mercenaire qui est retiré du métier de mercenaire, mais qui vit toujours contacte mon frère, ce journaliste, Robert Marmoz, et lui dit « J'ai des informations sur l'affaire Kieffer, j'aimerais bien vous rencontrer. » Et Marmoz me propose de participer à l'entretien, ce que nous faisons avec l'épouse de mon frère. Et donc on se retrouve un beau jour, tous les quatre, à Carpentras. Et là, effectivement, ça ressemble un peu à un film d'espionnage parce que ça se passe dans l'arrière-salle d'un restaurant. Le mercenaire veut être tout seul dans cette salle. Il veut pouvoir surveiller les entrées, sorties, qui rentre, qui sort pendant l'entretien. Il est assez mystérieux. Et moi, au départ, je crois vraiment à un imposteur, quoi. Jusqu'au moment où il me montre son passeport. Et là, j'ai jamais vu un passeport comme ça. Il n'y avait pas 1 centimètre carré de libre. Toutes les pages étaient recouvertes de visas dans tous les sens, des tampons, et partout. Et je m'aperçois qu'il a sillonné toute l'Afrique dans tous les sens, au cours des 10 années écoulées, quoi. Et il me raconte, cet homme-là, qu'il a rencontré effectivement mon frère à Abidjan, qu'ils ont travaillé ensemble sur un dossier, ce qui me surprend beaucoup, parce que j'imagine pas un instant mon frère travailler sur des dossiers communs avec un mercenaire, mais bon, il me raconte ça. Et il me dit que lui, en tant que mercenaire, il a été à un moment donné sollicité par la présidence ivoirienne pour acheter des armes contre du cacao, puisque la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de faire commerce d'armes. Donc, elle a souhaité contourner l'embargo en proposant du cacao contre des armes. Et comme ce mercenaire connaissait rien au cacao, il a sollicité mon frère. Ils se rencontrent donc à Abidjan. Mon frère participe à ce montage en tant qu'expert, c'est-à-dire qu'il rentre en contact avec les producteurs, il met dans l'affaire une partie de la production, la récolte de cacao. Et ce qui me surprend beaucoup toujours, et là je comprends mieux pourquoi il s'est impliqué là-dedans, un beau jour il balance toute l'affaire dans la presse ivoirienne en révélant le montage au moment où il est sur le point d'aboutir en fait. Et il fait capoter toute l'affaire. Donc le mercenaire est furieux, la présidence est furieuse, tous les intermédiaires sont furieux, il y avait des luxembourgeois, des américains dans le circuit, et il se met à dos tous ces gens-là. Et là, le mercenaire qui me raconte ça, quelques mois après l'enlèvement, me dit, ce jour-là, il a signé son arrêt de mort parce qu'il s'est mis non seulement à dos les autorités ivoiriennes, mais tout un tas d'intermédiaires qui ont tous perdu leur commission dans l'affaire, leur commission ou même le
produit de la vente d'armes. Il y en avait pour plus de 100 millions de dollars. Et donc, il s'est mis à dos un nombre impressionnant d'ennemis, quoi. Et d'après ce mercenaire, c'est cette affaire-là qui aurait causé sa perte. Moi, je sais pas. Ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, l'article qu'il a publié sur cette affaire est paru la veille de son enlèvement. Alors, coïncidence ou pas, je sais pas. Donc des sommes faramineuses en jeu avec, avec un réseau très puissant derrière qui ont été mis à jour par GAC. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire est venue s'ajouter à celle que j'évoquais précédemment, qui toutes étaient de nature à provoquer son élimination. D'ailleurs, on a le sentiment que la tension est montée crescendo à mesure de l'intensité des charges portées par Guy André à l'encontre du pouvoir. Et vous dites qu'il vous avait fait part justement du climat d'insécurité qui l'entourait avant son enlèvement et qu'il y avait des signes avant-coureurs Y avait-il des signes avant-coureurs de violence à son encontre, des menaces par exemple? Oui, moi je ne le savais pas, ça, au moment, encore moins avant l'enlèvement, je l'ai su après. Sauf qu'un jour, effectivement, il m'avait envoyé un mail en me disant que ça devenait très compliqué pour lui, là-bas à Abidjan, de travailler, que la pression montait de tous les côtés, que ça devenait très très chaud et qu'il allait justement, comme je le disais tout à l'heure, se mettre au vert au Ghana. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il enquêtait dans des conditions un peu compliquées. Après, ses collègues journalistes français qui étaient en poste en Côte d'Ivoire, ou son entourage ivoirien, parce qu'il travaillait aussi avec quelques journalistes ivoiriens, m'ont tous confirmé qu'il avait été menacé. J'ai su, dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a été menée par le juge Patrick Ramel, que des menaces avaient été proférées contre lui, par exemple par le banquier du régime qui s'appelait Nembe Lissini, mais également par le responsable de la filière cacao, par quelques hauts dignitaires du régime qui ont dit à maintes reprises, ce type-là nous embête, on va se charger de régler son compte et de le faire taire. Ça a été dit à maintes reprises. Il a été menacé donc publiquement par différents protagonistes qu'on retrouve plus ou moins dans le dossier d'enquête judiciaire par la suite. Mais tout ça, je le sais pas vraiment, c'est l'enquête qui nous l'a appris. Ce qu'on sait par contre, c'est que 3 mois avant son enlèvement, son ami, qui était l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, est parti, a été muté dans un autre pays. Donc je sais qu'ils étaient très proches et que probablement mon frère bénéficiait d'une espèce de protection officieuse de la part de ce diplomate, qui était donc en poste à Abidjan, et que sa proximité avec lui, qui était connu là-bas, était peut-être de nature à lui assurer une certaine immunité, je vais dire. Et qu'à partir du moment où cet ambassadeur est parti, et qu'il n'a pas du tout pu compter sur le même appui, sur la même protection de la part de l'ambassadeur de France, il s'est retrouvé en fait en terrain découvert et vulnérable. Alors, et là peut-être qu'il ne s'est pas méfié suffisamment, mais il faut dire également qu'au moment de son enlèvement, le jour même de son enlèvement, il s'apprêtait à partir au Ghana. Vous dites qu'il était protégé par cet ambassadeur, mais était-il également protégé par Laurent Gbagbo? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature des liens entre Guy André et Laurent Gbagbo? Oui, c'est ce que quand Gbagbo nous reçoit, il nous dit Guy André Kieffer est mon ami. C'est vrai, je pense que c'est vrai. D'ailleurs, j'ai su par la suite que tous les deux se voyaient régulièrement, ils se tutoyaient, ce qui était pas dans les habitudes de mon frère de tutoyer comme ça facilement, surtout à un président de la République. Donc ils se connaissaient bien. Ils s'étaient connus dans les années 80, à l'époque où Laurent Gbagbo était réfugié, était exilé politique à Paris, en tant qu'opposant de l'ancien président Houphouët-Boigny. Gbagbo donc avait été emprisonné à un moment donné en Côte d'Ivoire. Il avait réussi à quitter le pays, à se réfugier à Paris. C'est donc à ce moment-là, dans les années 80, que mon frère le rencontre. Donc ils se fréquentent, probablement ils s'estiment, et ils se retrouvent 20 ans plus tard en Côte d'Ivoire. Et d'après ce que l'on sait, le président Gbagbo probablement lui aurait évité, paraît-il, à 3 reprises l'expulsion que demandaient des membres de son entourage. Quand ils ont vu que Guy André s'intéressait de trop près
aux malversations financières en cours dans le pays. Plusieurs hauts responsables du régime, et notamment le ministre des Finances, avaient demandé son expulsion. Et à 3 reprises, Gbagbo l'aurait refusé. Et donc, on peut penser qu'effectivement, il bénéficiait d'une certaine protection de la part du président, et que, par ailleurs, le président n'était peut-être pas inintéressé au fait de connaître les turpitudes de ses collaborateurs ou de ses proches. Peut-être que ça l'intéressait d'avoir prise sur un certain nombre de ses proches pour pouvoir les tenir d'une certaine manière, en disant « je sais ce que vous faites dans l'ombre et comment vous détournez les fonds ». Toutefois, devant le fait accompli, Laurent Gbagbo, lors de son audition lors de l'instruction du dossier, va rétropédaler et dire je ne connaissais que de loin Guy André. Donc, est-ce qu'il a fait preuve de duplicité selon vous, Laurent Gbagbo ? Oui, complètement. D'ailleurs, il est connu pour son aptitude à embobiner ses interlocuteurs. Laurent Gbagbo, on l'appelle le boulanger là-bas. Le boulanger parce qu'il roule les gens dans la farine. C'est quelqu'un de roublard, c'est un fin politique, Gbagbo, sous Zézère, comme ça, un petit peu bonhomme, et qu'il a une faconde un petit peu comme ça, sympathique et chaleureuse, mais en fait, c'est un roublard. Et donc, je pense personnellement qu'il n'est pas à l'origine de l'enlèvement, mais que quand il a su que c'était ses proches qui l'avaient commandité et que l'affaire avait mal tourné, puisque moi je considère aujourd'hui, et même depuis très longtemps, qu'elle s'est soldée par la mort de mon frère, cette affaire, je pense qu'il n'a pas eu d'autre choix que de couvrir son entourage. Alors, son entourage, c'est le ministre des Finances et ses collaborateurs. Ce sont les responsables de la filière cacao, ce sont probablement son épouse également, plus quelques autres responsables du régime.